Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de Denkun, la mise à jour qui arrive sur Ethereum d'ici une quinzaine de jours. On va parler également de sur Bitcoin, les réserves des OTC Desk qui diminuent un petit peu comme neige au soleil. Et vous allez voir en quoi c'est important. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, on va faire comme d'habitude l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Allez, intro. Alors, Bitcoin, time frame 4 heures, on est toujours dans cette structure ici à la hausse, qu'on peut éventuellement voir comme étant un élargissement. Soit on vient ici chercher cette zone, donc avec une perte de à peu près 6%, pour venir manger la poche de liquidité qui est ici, et nous donner éventuellement un rebond sur cette traîne d'accumulation là. Soit on se décale par le côté. Pour le moment, il est possible que ça parte en haut, hein, bien évidemment, mais pour le moment, c'est vraiment pas mon scénario privilégié. En regardant un petit peu la structure, on se dit qu'on est peut-être en haut de quelque chose et qu'on aurait besoin ici de venir chercher finalement un higher low, un low qui est plus haut que un plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. Voilà pour la partie, on va dire, 4 heures, c'est une latéralisation, hein, on est toujours entre ces deux niveaux 4 heures que vous voyez ici en orange, donc intraday ça se prend. Ici, on n'est pas venu littéralement vraiment toucher le haut. Vous voyez que ce range a tendance à se resserrer depuis ce week-end, hein, enfin depuis mercredi dernier, pardon, avec finalement une borne haute qui a tendance Enfin, on n'a pas tendance à aller chercher le 4 heures. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, ça se joue, l'amplitude est plutôt jolie, on a à peu près 1000$ d'amplitude, donc tant qu'on reste dans ce range, on va dire que chaque trade en intraday entre cette borne-là et cette borne-là, pour le moment, eh bien, il trouve son TP. On a toujours en fait du mal, le point de contrôle est à peu près par ici, il est légèrement plus bas. Point de contrôle, c'est l'endroit où il y a eu le plus de business dans cette structure. On a vraiment du mal à le passer. Je pense que si on arrive à le passer, on peut éventuellement se diriger vers le haut, mais personnellement, encore une fois, j'irai plutôt sur un plus bas, potentiellement peut-être sur cette zone-là, vous le voyez, autour de 48,5, c'est pour l'instant, en tout cas, mon scénario privilégié personnellement. Donc quand je trade comme ça des ranges en attendant plutôt une sortie baissière, je vais avoir tendance à essayer d'aller chercher des runners, c'est-à-dire je trade ici, je prends mon trade, je prends mon profit sur le short par exemple, mais je laisse un runner éventuellement pour venir bien évidemment courir plus bas. Là où quand je vais aller mettre du long, je vais peut-être laisser un runner également, mais je vais plutôt diminuer le runner. Hein. Ici, j'ai tendance, moi, si j'ai un scénario privilégié vers le bas, à laisser un runner plus important pour aller chercher le bas, tout simplement. On ira faire les petites time frames en fin de vidéo sur Bitcoin, donc la partie vraiment intraday. Voilà, donc, globalement pour moi, on va dire que la partie 4 heures daily, on l'a faite hier en fait, hein, donc voilà. Très intéressant au niveau de la structure de Ether BTC. Alors on n'a pas encore fait de plus haut, c'est-à-dire qu'on attendra de vraiment passer ce point-là pour confirmer, on va dire, une tendance haussière, puisque on avait cassé la structure ici. Et ici, on n'a pas encore la continuation, hein, vous comprenez, et je vous parle là ici de ces lows-là. Là, on était en tendance baissière sur Ether. On vient casser la structure ici, on fait un plus haut au lieu de faire un plus haut, plus bas que le précédent. Et puis, on vient rechercher la trend, on se fait rejeter. On vient rechercher la trend historique qui tient depuis extrêmement longtemps, 2017 je crois. On ne dérive pas dessous, et là, on vient réattaquer la trend de distribution. Donc cette compression, pour moi, on va en sortir par le haut, mais aucune certitude de ce côté-là. En tout cas, on voit ce break ici, et au moment où il break, effectivement, Ethereum nous a montré une petite accélération. Donc pourvu que ça continue, voilà, là il s'est très légèrement replié, mais c'est normal, et on va dire que la trend, elle est assez visible, hein, assez facilement. S'il arrive à tenir plus ou moins déjà ce type de momentum-là, je vais essayer de vous la mettre un peu plus visible quand même. Hop, et là on est sur du 4 heures, donc on va le libeller en 4 heures, bien évidemment. Si on arrive à tenir ça en 4 heures, pour moi, on reste sur un très joli push. Alors, il y aura une correction à un moment, mais tant qu'on tient à peu près cette trend-là, c'est plutôt pas mal en ce qui concerne une surperformance d'Ethereum contre Bitcoin. Ether qui, pour le coup, lui, perd très légèrement son momentum sur cette accumulation-là.
Et là, c'était une accumulation daily, donc ça, c'est pas très boule. Vous voyez qu'elle est perdue ici, mais il continue à pousser, notre ami. 3117. Vous vous rappelez qu'on avait une target de 4000, nous, en ce qui concernait ça. Donc, ce qu'on va faire dorénavant, c'est qu'on va être obligé d'essayer d'aligner un peu tout ça pour avoir quelque chose de cohérent. Et c'est assez difficile d'avoir quelque chose de cohérent sans... finalement, juste prendre les deux plus bas ici. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, sur Ethereum, bien évidemment, c'est une trend qui est très peu agressive, qui s'intensifie très légèrement ici et qui là part littéralement avec énormément d'agressivité. Donc c'est pareil, à un moment donné, on va probablement la perdre pour faire une petite correction, mais pour le moment, il tient bien son momentum également, si ce n'est qu'il a perdu vraiment la plus agressive en soi. Et voilà, on a des très beaux niveaux là, juste en dessous, qui pour moi sont des beaux supports, autour des 2005. On a quelque chose également ici, toujours en 4 heures, hein. Ça c'est les endroits où éventuellement, si vous vous mettez à shorter, il serait intéressant de prendre des profits sur ces zones-là, parce que c'est des 4 heures qui n'ont jamais été fermées, donc c'est des endroits où on pourrait avoir en 4 heures un rebond, c'est-à-dire qu'au pire, on fait une mèche dessous, mais une ouverture-clôture nous permettrait de hard closer ce niveau. Et là, je vous mets tous ceux que j'ai sous les yeux, en tout cas qui me paraissent intéressants. Ether fonctionne assez souvent en escalier, hein, plus ou moins. C'est-à-dire, je me balade dans une marche, je passe cette marche et ensuite je reviens sur la marche supérieure. Donc là, j'aurais tendance à dire que tant qu'on perd pas les 2007, même si on fait une correction plus importante, tant qu'on perd pas les 2007 et tant qu'on perd pas la trend pour le coup la moins agressive, pour moi, je reste extrêmement bull sur Ether et on en parlera dans la partie news avec la mise à jour d'Enkun qui va apporter pas mal de nouvelles choses également sur Ethereum. En ce qui concerne le Total 3 contre Bitcoin, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est littéralement en tendance haussière. On avait dit attention ici sur cette éventuelle épaule tête-épaule ici, mais vous voyez que le niveau 4 heures a tenu. On est en train de partir un petit peu plus haut, on est en train de faire une continuation de structure. Donc potentiellement, pour le moment, j'ai pas nécessairement de signe que les alts vont corriger de manière plus importante que ce qu'on avait eu dans cet ABC en flat ici. Ça tient pas mal, vous voyez que la trend elle est là, globalement, 1, 2, 3, 4, ici au niveau des touchettes. Tant que ça tient à peu près ce mouvement, on n'est pas parti pour quelque chose de plus important en termes de correction. Si jamais, on va dire, je devais donner une target, pour moi, cette correction ici en ABC, elle est assez importante pour... ne pas en fait l'intégrer, se dire que la structure ici c'est une A, une B, une C par exemple, enfin je veux dire ne pas intégrer ça dedans, dans un décompte ou quoi que ce soit, et en l'occurrence, soit on a une target de flag, c'est typiquement une flat, c'est un flag, qui nous emmènerait au 626, 626 là pour le coup, étant donné qu'on divise par Bitcoin, ça c'est pas un chiffre qui a un très grand intérêt, mais qui nous emmènerait par ici, à savoir à partir du mouvement actuel, on va dire, et bien tout simplement venir à monter une quarantaine de % sur les alts contre Bitcoin. Je rappelle, c'est contre Bitcoin ici. Ce qu'on veut, c'est surperformer Bitcoin. L'idée, c'est pas même pas, ça dépend des gens. Il y a des gens qui veulent absolument accumuler du Bitcoin. Et c'est probablement tout à leur honneur. Mais l'idée, c'est quand même, si on investit sur quelque chose de plus risqué que Bitcoin, de le surperformer. C'est complètement l'idée ici. En tout cas, cassure de structure ici. Je parlais ici donc de cette petite structure baissière. À partir du moment où on a eu ça et où on tient le niveau, pour le coup, on a parlé d'escalier tout à l'heure, c'est typiquement ce qu'ont tenu les alts contre Bitcoin. Et bien pour moi, c'est extrêmement propre pour effectivement se diriger au 626. Parfois, on peut éventuellement se dire que quand on a ici une A, une B, une C ou une 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas la question. Ici, même nécessairement, pas du tout la question, en fait, on s'en fout un petit peu. Eh bien, puisque nous, on est plutôt sur des petites time frames, je le rappelle, on n'est pas ici en train de faire des décomptes d'Elliott sur des années ou quoi que ce soit. On peut parfois estimer que ce serait les 1.618 qu'on viendrait chercher. C'est pour ça que je vous ai noté ici cette 3, à peu près sur cette zone-là. 1 trillion, pourquoi pas. Total 3, vous le voyez ici, là. Il est actuellement à 550 milliards et on avait parlé éventuellement de revenir rechercher là des plus hauts autour de une cinquantaine de % supplémentaires à 848 milliards. Je dis 1 trillion, mais je crois qu'on dit billion en français en fait, il me semble. Je crois que c'est ça.
Mais comme billion c'est milliard en anglais, après on va s'embrouiller, donc voilà, je reste, on va dire, sur l'anglicisme. Stablecoin dominance, elle semble trouver un petit support ici, mais c'est pas méchant. En tout cas, il y a quelque chose ici, vous le voyez, qui résiste, hein, et c'est plus ou moins ce que vous voyez, YIEZ, sur finalement ce support, enfin cette résistance plutôt de Bitcoin autour des 52 000 $ à peu près, qui tient en ce moment. Donc on a finalement un Ether qui fonctionne pas mal, des alts qui fonctionnent pas mal, un Bitcoin qui latéralise, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, hein, en fait sur cette petite structure de latéralisation sur Bitcoin. On reviendra sur Bitcoin à la fin pour faire les petites time frames, mais là on passe du coup à la news. La news, c'est la mise à jour d'Enkun. J'ai pas nécessairement ici fait j'en ai parlé sur la chaîne, mais j'ai pas nécessairement fait plus ou moins l'explication. Globalement, il faut comprendre que c'est le proto-Deng Sharding qui arrive sur finalement Ethereum, et ces objets qu'on appelle des blobs, qui veut dire Binary Large Objects. Et en gros, la possibilité, quelle est la possibilité ici ? Le problème, on va dire, c'est que beaucoup de Layer 2 sur Ethereum sont finalement basés sur des roll-up. Qu'est-ce qu'un roll-up ? Vous faites un paquet avec des transactions, ces Layer 2, donc du coup, vous l'aurez compris, profitent de la sécurité d'Ethereum, etc. Et donc du coup, vous venez inscrire sur la blockchain Ethereum, plutôt que d'inscrire une transaction à chaque fois, et vous faites un paquet. C'est le principe des Layer 2, du type Boba, Optimistic, voilà, toutes ces choses-là, tous ceux qui font finalement du Optimistic Rollup, ou alors les ZK Rollup, comme ceux vers quoi évoluait Polygon, hein, dernièrement, et puis également Starknet, voilà, tout ça. En gros, ici, les blobs, qu'est-ce que ça va permettre ? Et le proto-Deng Sharding, en gros, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre finalement de venir... plutôt que d'inscrire ces paquets de transactions sur la blockchain principale, on va les inscrire à côté. Donc ça va diminuer les frais. À côté, pas sur la blockchain principale. La blockchain principale aura une empreinte, c'est déjà un petit peu ce qui se fait d'ailleurs sur les roll-ups, mais on ne viendra pas ici joindre le paquet à l'histoire dorénavant. Ça sera dans des objets qui seront à part de la blockchain, qui seront un petit peu sur le côté. Et en l'occurrence, pour faire assez simple, derrière, on pourra même, à partir du moment où ces transactions-là auront été validées, on pourra même finalement se passer d'en garder la trace, hein, d'une certaine manière, puisque à partir du moment où une transaction est valide, on est OK. Beaucoup d'experts estiment que ça peut diminuer énormément les frais sur la blockchain Ethereum, mais vous l'aurez compris bien évidemment, et c'est le principe des roll-up, augmenter le nombre de transactions par seconde. Donc c'est une mise à jour majeure qui fait suite finalement à The Merge et qui est finalement une partie de l'étape suivante qui sera, je crois, si je ne me trompe pas, The Surge, et qui pourrait éventuellement baisser les frais de transaction d'Ethereum de entre 80 et 90%, donc extrêmement intéressant. Autre news, le navigateur Brave qui intègre la blockchain Solana, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le Bitcoin qui est à 55% miné dorénavant grâce à des énergies renouvelables. Tout simplement parce que elles sont moins chères, et tout simplement aussi là-dedans on parle d'énergie renouvelable, mais on parle pas aussi de des excédents qui sont finalement utilisés par BTC. Vous avez des endroits où BTC va venir être miné et consommer finalement l'excédent d'une centrale nucléaire, ce genre de choses, puisque la difficulté c'est de stocker l'électricité. Une centrale nucléaire, comment ça marche ? On regarde le temps qu'il a fait le 24 février, non on est le 26 février de l'année dernière, et on va produire exactement la même chose aujourd'hui. Donc il y a toujours, bien évidemment, il faut être au-dessus de la capacité, et du coup il y a pas mal de stations de minage qui aussi ne sont pas du renouvelable, mais qui viennent croquer un petit peu de finalement cette électricité qui aurait été perdue si jamais elle avait été produite pour rien. MicroStrategy qui annonce l'achat de 3000 bitcoins supplémentaires, donc il est chaud là, hein, notre ami Michael Saylor, il continue à acheter. Je sais plus, il n'y a pas longtemps, j'avais vu un article où on lui demandait quelle sera votre stratégie de sortie pour sortir, hein, tout simplement de Bitcoin. Hein. Et en fait, il dit, c'est Bitcoin ma stratégie de sortie. C'est-à-dire que il vient ici complètement dans l'idée que y a pas de sortie, il y aura pas de sortie. Il continuera à acheter les tops. Michael Saylor, il est totalement, on va dire, dans cette idée d'ultra accumulation. Les ETF spot qui contrôlent un total d'environ
732 500 BTC, à peu près 40 milliards de dollars. C'est plus que n'avait Grayscale à son top. Grayscale à son top, quand on avait créé le fonds, quand la fiducie avait été créée, Grayscale devait être à 650, 2000, je pense, à son top. Donc ça c'est intéressant. Pendant ce temps, les réserves des exchanges, des plateformes ETC et des mineurs sont à leur niveau plus bas depuis 2 ans. Et oui, on le voit en effet alors ça c'est les OTC Desk. J'ai un peu de mal avec cette stat en particulier, parce que des OTC Desk c'est assez difficile de savoir exactement qui est qui, etc. Et on n'a pas nécessairement ici toutes les adresses, etc. etc. Mais d'une certaine manière, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a bien croqué dans les OTC Desk dernièrement. Pourquoi c'est important ? Parce que, et ça je l'ai déjà expliqué également sur la chaîne, mais finalement, le TF Spot, il fonctionne sur une moyenne toute la journée. Il n'y a pas des BTC qui sont achetés au spot, c'est pas du tout la réalité. Il fonctionne sur une moyenne toute la journée. Cette moyenne évolue. À la fin de la journée, les BlackRock et compagnie vont acheter les BTC réellement OTC, over the counter, c'est-à-dire sur le comptoir, ça veut dire de gré à gré, c'est-à-dire sous le manteau, enfin en tout cas pas au spot. Pourquoi ça ? Parce que quand vous voulez acheter énormément de BTC, ça crée un problème, il y a un slippage. C'est-à-dire que si, admettons, vous dites, aujourd'hui, au spot, par exemple, je veux acheter, je sais pas quels peuvent être les afflux, mais globalement, 732 000 BTC depuis un mois, on va dire 10 000, vous voulez acheter 10 000 bitcoins d'un coup, ça va créer un souci, vous le comprenez ici, ne serait-ce que quand on regarde, par exemple, le carnet d'ordre de Binance, vous avez quoi ? Vous avez à la vente, et là on est sur le Binance Spot, vous avez 130 BTC, 188 ici, vous avez déjà, ne serait-ce que là, vous avez 300 BTC. Donc si vous les achetez, ça va faire augmenter le prix et ça crée un énorme slippage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du BTC à 51 350 $, le prix qui s'est échangé sur la journée de l'ETF par exemple, vous allez devoir finalement le payer beaucoup plus cher. On ferait monter les prix ici jusqu'à 55, 60 000, etc. Donc du coup, bien évidemment, ces BTC sont échangés par des gens qu'on appelle des OTC Desk et qui eux-mêmes avaient acheté des BTC soit moins chers, soit également assez souvent, ce sont finalement des market makers qui ont les BTC. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont trader déjà en BTC margin. Qu'est-ce que c'est que trader en BTC margin ? C'est par exemple, j'ai du BTC sur mon compte de trading et en fait finalement je vais si j'ai un appel de marge à un moment donné, on me prendra une partie de mes BTC au spot par exemple, ça c'est tout à fait possible. Donc finalement ces market makers au travers de leur activité en viennent à gagner du Bitcoin et ils le revendent OTC également parce que c'est la même chose. Le problème est la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que si là je venais à appuyer sur vendre du BTC au prix de 58 000, vous comprenez que si c'était pour 10 000 BTC, on ferait une chute de 3 ou 4 000 $ d'un coup. Donc c'est pas viable entre guillemets et le moyen le plus simple c'était bien évidemment de fonctionner OTC. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'effectivement ces desks, à un moment donné, vont devoir acheter du BTC au spot, ou en tout cas vont devoir payer les dips, et c'est probablement ce qu'ils font d'ailleurs actuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura finalement une correction, ces gens-là vont devoir éventuellement aller acheter du BTC au spot pour renflouer tout simplement leur caisse et répondre à cette demande. Comprenez bien ici que par exemple aftermarket, si d'un coup on a une très belle journée d'inflow sur les ETF et que personne n'a de BTC à vendre, c'est-à-dire que Coinbase Prime, qui est la plateforme institutionnelle qui va garder les BTC des ETF spot, puisque l'idée, vous l'aurez compris ici, c'est on bouge en fonction d'une moyenne, mais il faut que la market cap, on va dire, d'un ETF corresponde au nombre de BTC que vous avez en face, bien évidemment. C'est ça l'idée d'un ETF spot, d'accord ? Donc derrière, on peut ici, en tout cas, imaginer que potentiellement, si cette stat est vraie, et pour moi, là, on n'est pas aussi bas, mais voilà, en tout cas... Voilà, les OTC Desk, ça sèche, c'est un fait. Cette analyse on-chain là, elle est peut-être pas complète, mais voilà. On se retrouve avec finalement, vous le voyez ici, les BTC qui ne sont pas sur les exchanges, donc des carnets d'ordre qui sont vides. Et on se retrouve avec des achats spot aftermarket, c'est-à-dire à 22h, on n'a pas les BTC pour répondre tout simplement à la demande qui a eu lieu dans la journée, et du coup, on se retrouve à devoir acheter, et le lendemain au spot, BTC coûte plus cher, bien évidemment, etc., 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 donc un choc de la demande, tout simplement. Et ici, on le voit,
les dépenses, enfin les mineurs qui ont déjà également pas mal vendu sur la montée. Donc les mineurs qui peuvent également devenir des OTC Desk, bien évidemment, puisqu'ils minent du Bitcoin, ils en ont une quantité relativement importante, et c'est pareil, ça n'a aucun intérêt pour eux d'aller vendre sur le marché, il vaut mieux qu'ils le vendent tout simplement à des institutions. Donc ça c'est intéressant, assez peu de Bitcoin sur les exchanges, bon c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal défendu sur la chaîne, et qu'on a même, je pense qu'on parle des ETF spot depuis 1 an et demi, 2 ans sur cette chaîne, donc du coup qu'on avait quand même relativement anticipé par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je trouve qu'on est à un endroit là où c'est intéressant. Si les ETF spot continuent à avoir des inflows qui sont positifs, on peut avoir vraiment quelque chose d'intéressant en termes de choc de la demande, c'est-à-dire très peu d'offres sur les exchanges, des carnets d'ordre qui sont vides à la vente. Et donc du coup, ce besoin pour les OTCDS de venir se refournir en Bitcoin aftermarket pour tout simplement répondre à la demande de Coinbase. Excusez-moi. Et puis des mineurs qui finalement, dont c'est pas que les caisses sont vides, mais ils ont quand même ici pas mal finalement dépensé. Donc eux-mêmes en tant qu'OTCDS, ils n'ont pas une profondeur énorme. Donc la profondeur de marché, voilà, c'est ça, hein, la liquidité du marché est en train de se restreindre alors qu'on a plus de demandes en face potentiellement, et ça peut créer des mouvements assez importants. On passe ici sur Wall Street Journal, on passe également sur l'actu crypto de Coin, comment ça s'appelle déjà, Journal du Coin. On passe sur The Block aussi. Pour moi, il n'y a pas énormément de choses d'intéressantes là ici, donc on va aller un peu vite. Des indicateurs sur Bitcoin qui suggèrent qu'on pourrait avoir un deleveraging hein, du marché. Je vais lire cet article rapidement parce que je ne l'ai pas encore lu et je vous fais un petit point. Ok, donc il s'agit juste d'une analyse sur les spreads et finalement une volatilité qui est relativement très faible en ce moment, depuis une semaine ou deux maintenant. Et donc notamment les spreads également, et qui nous dit qu'effectivement on pourrait avoir un deleveraging du côté des longues, c'est-à-dire une baisse du prix. Ici, Bitforex qui suspend les retraits et qui arrête de répondre aux users, donc attention à cet exchange, je connais pas Bitforex, mais attention. L'Afrique du Sud qui va révéler des documents comme quoi les stablecoins seraient un style particulier, un type particulier d'asset digital. Pas grand chose ici non plus sur CNBC, Bloomberg. CNBC, l'action Novo Nordisk qui prend 32%, après les résultats prometteurs d'un médicament pour perdre du poids. Et là ici on passe également sur MarketWatch. La grosse news de cette semaine, ça sera plus ou moins le PCI pour jeudi. Et derrière, alors... En ce qui concerne les liquidations, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Bien évidemment, regardez tous les liens que vous avez en description. Personnellement, nous on travaille avec BitGet, Bybit, Qcoin principalement, et puis un petit peu d'YDX. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Vous avez également la possibilité de cliquer sous le bouton rejoindre sous la vidéo. Il vous en coûtera 10 € par mois et vous aurez une vidéo supplémentaire tous les jours dans laquelle je rentre plus dans le détail, ou alors je fais tout simplement de l'analyse d'altcoin. Et je répète que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants cardiaques venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. Alors les liquidations. 116 millions, à peu près, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que c'est intéressant que Others, donc toutes les petites caps, finalement font plus de liquidation que ce qu'il s'est passé sur BTC. Ethereum a plutôt liquidé du short dernièrement, et Bitcoin a plutôt liquidé du long. Voilà à peu près, hein, dans l'idée on n'a pas eu non plus de mouvement incroyable. On a parlé hier de cette proposition sur Uniswap qui avait donné un joli boost pour tout le secteur de la DeFi, et un carnet d'ordre qui est toujours vide, hein, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. En tout cas pas grand chose sur le chemin des 55 000 $. On a quelques centaines de bitcoins en bas, on a quelques centaines de bitcoins en haut, pardon, et on en a encore moins en bas, donc attention, ça peut bouger dans un sens comme dans l'autre assez vite. Les marchés en levier, c'est ici. Un Open Interest qui est toujours aussi haut.
Il a bien suivi le prix et donc on peut imaginer que effectivement si on avait un deleveraging, ça serait plutôt vers le bas bien évidemment, puisque l'open interest a bien suivi le prix ici sur la montée et sur la latéralisation qui est celle-ci. Donc on peut estimer que on deleverage en général, hein, on enlève du levier plutôt quand on fait des mouvements vers le bas. Ce qu'on peut éventuellement se dire là-dedans, c'est que à quel endroit ça pourrait suffire d'une certaine manière. Personnellement, je dirais que 48,5, ça suffit très largement. On aura largement reseté le funding, on sera largement revenu à des niveaux, on va dire, un peu plus cohérents d'open interest. On va regarder ici quand est-ce qu'on a eu cette montée, par exemple, de l'open interest ici. Et c'était sur la zone des 43 000. Donc attention, il est possible, bien évidemment, que le prix nous sorte ici une espèce de Bart Simpson, duquel il flush un petit peu tout ce qui s'est construit là-dedans. Cela dit, les niveaux de funding ne sont pas incroyablement hauts. C'est-à-dire qu'on a aussi du short dans cette structure. Et c'est pour ça que probablement on latéralise justement, puisque vous le voyez ici, on n'est qu'à 0,01 de funding. On est en funding positif, certes, mais il est vraiment pas excessif. Donc attention, il y a du monde au-dessus, il y a du monde au-dessous, hein, c'est les deux poches de liquidité que je vous ai montré hier et les jours d'avant. Ici j'ai une montée du prix, montée stabilisation de l'open interest, montée du prix et montée du funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on liquide du short, donc pas d'anomalie de ce côté-là. Le funding suit plutôt bien le prix. Et ici, dans ce sens-là, pareil, pas d'anomalie. Donc pour moi, j'ai rien à noter ici. Sous-entendu anomalie, vous avez des points bien sûr de price action. On imagine ici qu'il y a pas mal de liquidité au-dessus de ce point-là, puisqu'il a rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Très bien défendu, mais si on passe au-dessus, ça devrait accélérer. Tout simplement parce que là, vous avez un paquet de liquidations en attente. Même chose, bien évidemment, sous ce niveau-là. À partir du moment où on aura une résolution, on va dire que le prix va partir assez rapidement dans un sens ou dans l'autre. On ira dire en fin de vidéo ce qu'on pense être éventuellement la direction. Sur BTC, on a pris la petite boîte de liquidité qu'on avait mise en avant hier, hein, ça c'est la boîte de liquidité, on va dire 5 jours, quelques shorts ici sur la structure, mais vous voyez qu'ils sont rentrés plutôt tard, et on a une nouvelle boîte de liquidité ici en bas, donc j'aurais peut-être tendance ici à dire que pour l'instant on se dirigerait plutôt vers le bas, en tout cas sur la 5 jours ça paraît relativement correct de le penser comme ceci. Ethereum, vous le voyez qui a liquidé également une partie de ses positions. Vous voyez que sur Ethereum on vient chercher les grosses positions, hein, c'est les grosses bulles que vous avez là, assez souvent elles viennent à être prises. Est-ce que j'en ai encore en position ici? Non, pas tellement, pas des grosses en tout cas. J'ai une petite poche de liquidité là actuellement sous les 3000 $ tout simplement. Quand je regarde la 7 jours et ses points chauds, hein, la heatmap en fait sur 7 jours, vous voyez que j'ai des boîtes de liquidité qui sont à peu près équivalentes. Et encore une fois, avec un funding qui est relativement neutre, quasiment, hein, 0,01, j'aurais tendance à dire que les boîtes sont à peu près égales et on a peut-être même un tout petit peu plus de liquidité au-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça fait un moment qu'on est dans un funding positif, donc en l'occurrence... on a peut-être plutôt des traders de position, tous ceux qui sont ici, qui font qu'on a un funding qui est relativement positif en permanence. Mais vous voyez que c'est pas excessif, c'est ça que je veux dire. On n'est pas à 0,05 de funding, on est à 0,01, on est quasiment à la neutralité. Donc on a beaucoup de ces gens-là également, qui par exemple avaient longué 43, hein, on peut dire ça comme ça, avaient longué 43, qui finalement ont quand même sorti une bonne partie de leur position déjà. Donc un sentiment dégradé, qui est plutôt une bonne chose, encore une fois, parce que quand vous avez un sentiment dégradé, vous n'avez pas un train qui est trop chargé à base de longue. Ici on voit très bien quand même, quand on se décale sur 3 mois, on voit très bien la belle poche de liquidité qu'on laisse en dessous des 50 000. Ça serait étonnant qu'on ne vienne pas enfoncer cette zone-là. Et c'est pour ça que je vous parle, moi, personnellement, je verrais plutôt un mouvement au 48,5. Maintenant, aller au 48,5, c'est laisser gagner tout ce petit monde-là qui est garé sur la zone des 54. Donc, aucune certitude, mais je verrais bien, moi, plutôt le fait qu'on laisse gagner les shorts et que on se dirige vers 48,5. Mais aucune certitude de ce côté-là, parce qu'on est vraiment ici à mi-chemin entre deux boîtes de liquidité, encore une fois. En ce qui concerne Ether, finalement, il est plutôt en train, à chaque fois, tout le monde essaye de le shorter ici au top. Il y a un moment où ça réussira, hein, il n'y a aucun problème, c'est pas parce qu'il y a des shorts qu'on va nécessairement aller chercher à chaque fois. Mais globalement, vous voyez que il se défend plutôt pas mal ici sur la montée. Petite poche de liquidité sous les 3000, on en a parlé tout à l'heure. Et attention, il y a
pas mal de monde sous les 2008. Mais sur Ether, l'analyse elle est à peu près équivalente en termes de funding. Il y a beaucoup d'open interest, c'est comme Bitcoin, c'est la même chose. Il pourrait tout à fait nous donner un flush de deleveraging, hein, tout simplement, un moment où ça liquide en cascade et ça part très fort en bas. Mais vous voyez que dès qu'on fait un tout petit mouvement vers le bas, le funding se reset complètement. Donc c'est assez étonnant, mais finalement, encore une fois, on a un sentiment qui est plutôt dégradé et qui peut permettre éventuellement qu'on se reprenne sur des zones relativement importantes. Et encore une fois, pour moi, même aller à 48,5, c'est pas un mouvement, enfin, c'est pas que c'est pas un mouvement important. Perdre 6%, oui, ça fait chier un petit peu, mais d'une certaine manière, voilà plus ou moins comment je vois les choses. Donc, on a toujours deux solutions ici. C'était les deux solutions dont je vous parlais précédemment. Est-ce que ici, on revient rejoindre le bas de cette accumulation? Personnellement, c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire venir chercher ce niveau-là, le niveau vert, là, vous voyez, il y a 3 niveaux en fonction des time frames, 15 minutes, 5 minutes, 4 heures. Cette zone-là, ça serait pour moi le plus probable. Maintenant, vous voyez ici qu'on n'insulte pas la structure haussière, hein, en pensant ça, vous voyez qu'on n'est pas du tout insultant envers la structure, on dit juste, maintenant on va avoir un lot qui sera largement plus haut que le précédent, tout en préservant le momentum à la montée qui est celui-ci. Si jamais on ne fait pas ça, eh bien, du coup, ça veut dire que, d'une certaine manière, j'essaie de nettoyer un petit peu ici, si jamais on ne fait pas ça, ça veut dire que d'une certaine manière, entre guillemets, on n'est pas forcément dans ce type d'élargissement, etc., mais plutôt que ici on est monté, et ça arrive assez souvent, et que finalement en fait la 3 va se diriger soit vers le haut. Alors pour le coup, une rotation partielle avant la 3, non, donc ça serait plutôt ici direct 60 000 $. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'on touche le bas ici, ça aurait été extrêmement propre, pour ensuite finalement venir échouer sur les 54. Ça c'est vraiment mon scénario du moment, mon scénario privilégié, c'est-à-dire que je prendrai toute opportunité ici de venir shorter pour venir toucher 48,5, et à 48,5 je prendrai n'importe quelle structure de retournement qui me permettra d'aller à 54, peut-être plus, mais à 54, si je vois un endroit où on se retourne ou quoi que ce soit, et que je suis devant la chart, et bien à ce moment-là, je pourrais peut-être même ici ouvrir à l'aveugle, hein, sincèrement, sur cette ligne-là. En tout cas, pour le moment, on se balade en crabe, donc on reste à regarder le prix se balader en crabe et on joue le crabe, d'accord, en intraday. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue ici. Ensuite, on revient sur les timeframes beaucoup plus petites. Alors, ce qu'on va essayer de faire là, je suis peut-être descendu un peu fort. Ce qu'on va essayer de faire là, c'est de se dire déjà, et c'est ce que je vous ai expliqué également hier. Ici, pour moi, il y a une perte de la structure. Elle est de 1 ou 2 $, mais c'est pas la question. J'ai effectivement une perte de la structure, comme ceci. Donc ici, c'est normal. On reste dans la normalité si on ne vient pas prendre ce plus haut là. En l'occurrence, ici, soit on recasse la structure et on nous donne un W. C'est pas mon scénario privilégié, mais c'est possible. Soit tout simplement, on en vient à refaire un plus haut sur cette zone-là, et puis là ensuite venir perdre le bas une nouvelle fois, c'est-à-dire continuer la tendance baissière actuelle. Plutôt ce pourquoi j'aurais tendance à me positionner. Maintenant, j'ai pas eu les inflows d'aujourd'hui. On avait des inflows les inflows ETF, hein, je parle. On avait des inflows qui avaient légèrement ralenti la semaine dernière. Donc on sera particulièrement attentif à ça. On va voir également parce que là vous avez de la liquidité, hein, c'est pareil, vous voyez que vous avez des stop longueurs, vous avez beaucoup de liquidité dans cette zone là, hein, bien évidemment, mais elle est bien défendue. Pour le moment je vois une belle défense, donc voilà, on va voir ici comment on se positionne. Personnellement, effectivement, je pencherais bien pour un deleveraging jusqu'à 48,5. J'ai une position déjà ouverte sur un runner que j'avais ouvert par ici, où je me rappelle plus exactement. J'ai pas pris derrière ces deux-là. Pour le moment, moi, hier, j'ai pas beaucoup tradé. C'est les vacances, je reste avec les gamins, etc., etc. Toujours sur la petite structure, vous voyez qu'on est peut-être en train de casser quelque chose ici. On avait cette très jolie distribution. On est là sur du 15 minutes. Très jolie distribution ici. Et là, on est peut-être en train de casser, retester. Donc attention, on pourrait éventuellement ici peut-être se mettre à très court terme, se positionner à la hausse. Je vais essayer d'arriver à la mettre en 15 minutes. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui.
vous m'en voudrez pas. Donc voilà, ça c'est un niveau 15 minutes et vous voyez que en fait il est déjà mangé. Hein, c'est pour ça que je voulais labeller pour rien en fait, mais il est déjà clôturé, il est hard closé. Pour moi on l'a pas re-hard closé ici et pour moi c'est un retest réussi. Donc jolie petite structure de retournement ici. On reteste la ligne de coup du W de retournement 15 minutes. Peut-être qu'on va avoir ici, et pour l'instant on ne jouerait que ça, entre guillemets, eh bien un plus haut, plus bas que le précédent lui-même. Maintenant, pour le moment, on n'a pas reperdu la structure ici en bas, d'accord, c'est-à-dire là, on n'a pas eu notre continuation finalement. Donc à voir. Et même chose également, au-delà de ce 15 minutes, c'est un niveau que je vous avais montré hier, celui-ci. Et d'ailleurs, il a bien... Oui, il était 21h40. Il a bien résisté hier soir. Donc là, hier soir, on est revenu visiter le 15 après la vidéo, sans le casser. D'accord, on aurait plutôt, et c'est pour ça que j'ai pas eu ce trade d'ailleurs, on serait plutôt rentré sur le 5 minutes personnellement, mais on a visité le 15 et il n'a pas été cassé, donc il y avait un très beau retournement ici à venir prendre pour venir rechercher le 4 heures du bas. Cela dit, on casse la trend ici. On rebondit sur un point qui est le 4 heures logique. Est-ce qu'on s'inscrit dans cette idée que on va aller dans ce fameux scénario au 48,5 ou alors est-ce que c'est pas pour tout de suite? Eh bien, pour moi, j'aurais tendance à dire qu'on va continuer à baisser. C'est-à-dire que ça y est, enfin, on va entamer un mouvement baissier. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. Encore une fois, c'est un runner ici qui vient chercher ce mouvement. Si jamais vraiment j'ai des confirmations plus importantes, à ce moment-là, je viendrai probablement augmenter cette position pour justement venir chercher la zone des 48,5. Cela dit, toujours dans la toute petite time frame, on va aller sur le 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai en 5 minutes? Je vous l'ai dit, ce petit W là ici, cassure de traîne également par là. Petit W, attention à plus ou moins, et là vous le voyez assez bien en 5 minutes, on est très légèrement au-dessus. Ce sera plutôt un niveau 15 même. Ici vous avez un niveau en 15 minutes, à peu près par là, il est légèrement au-dessus même. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, il y a quelque chose par là qui peut rejeter, c'est même plutôt un niveau 1 heure en fait. Voilà, on va y arriver, ici. Niveau 1 heure, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'aurez compris, maintenant, enfin en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, soit on fait une prise de liquidité au-delà de ce niveau, et pour le moment ce niveau résiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est systématiquement revendu, et en 1 heure on n'arrive pas à hard closer ce niveau, ça veut dire faire une bougie entière au-dessus de ce niveau. Pour le moment, il rejette systématiquement. Donc, on va le savoir là, ici, dans l'heure. Il est 15h30. Si jamais à 16h, déjà, on n'a pas à minima au moins une clôture au-dessus. Ou si à 16h, vous le voyez, on a 2 mèches de défense ici. Admettons qu'à 16h, on soit sous ce niveau-là. Ça serait extrêmement baissier, bien entendu, pour la suite. Ça veut dire, je viens chercher la liquidité. Je mets moins d'1 heure pour le faire. Ça n'est pas un réel mouvement d'achat au spot. C'est un mouvement de liquidité. Et ça, vous l'aurez tout simplement vu dans la time frame correspondante. En revanche, si on revient à le clôturer, on peut estimer vraiment que on est sur un retracement plus important, que le prix va venir s'installer dorénavant sur la zone des 51,3 à 52 globalement, et qu'on se dirigera plutôt une nouvelle fois vers le haut du range tout simplement, qui sera pour le coup range court terme sur ce 15 minutes là, range plus long terme sur le 4 heures qui est ici, avec peut-être éventuellement même une petite prise de liquidité au 53. Donc la direction de la journée, pour moi, elle est un peu... C'est pas qu'elle est floue, elle est haussière à très court terme, et on va dire... oui, là, je suis plutôt haussier sur la journée. Sur les 3 ou 4 jours à venir, j'aurais tendance à dire que peut-être on va effectivement faire cette correction. Pour le moment, en tout cas, toujours la même idée. On prend la météo d'hier et on se dit qu'elle va continuer. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est une latéralisation. Donc il faut jouer cette latéralisation jusqu'à ce que vous vous fassiez attraper, c'est-à-dire tout simplement sortir de votre trade. Par rapport, enfin, que votre stop loss se fasse prendre et que vous vous fassiez sortir. En tout cas, pour le moment, ce range est plutôt rémunérateur. Dès qu'on a identifié ces 2 bornes-là, c'était plutôt propre pour continuer dans ce sens-là. Voilà, les amis, j'ai pas beaucoup de choses
Pas beaucoup plus à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, c'est important dans les commentaires, etc. Même si vous regardez sur une télévision, prenez les quelques secondes d'aller sur le téléphone et de liker la vidéo. J'ai galéré comme un malade, j'ai pas regardé là dernièrement, mais je crois qu'on a passé les 6600 abonnés et ça fait peut-être un mois que je suis à 6580, 6500, donc je pense que je suis un peu shadowban par YouTube de par mes positions sur certains conflits géopolitiques du moment, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est la chaîne qui me ressemble, donc du coup, si les gens à un moment donné tomberont forcément un jour sur mes vidéos, mais n'hésitez pas à aider le truc, tout simplement en venant liker la vidéo, puisque c'est important. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser tout simplement de choses et d'autres, en l'occurrence... Tiens, pour ceux, alors je sais qu'il y en a qui boivent pas, mais c'est pas grave. Est-ce que certains d'entre vous ont l'alcool mauvais? Personnellement, moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment le mec le plus sympa du monde. Et bien quand je suis bourré. Au pire, je me souviens pas, mais tout le monde me dit que c'était drôle. Et donc voilà. Mais est-ce que certains d'entre vous ont l'alcool mauvais? Ça sera la question du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.